Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans ce quickie sur la justice reproductive pour une convergence des luttes. Je serai votre hôte et je m'appelle Samantha Daufour. Je suis créatrice de contenu sur TikTok, Instagram et Twitch et autour des thématiques du féminisme, de l'antiracisme, de la communauté LGBTQIA+, et de la santé mentale. Et je suis accompagnée de Eva Luna. Bonjour. Eva Luna, est-ce que tu peux nous dire ton pronom et ton activité? Ok, donc moi c'est Eva Luna, mes pronoms c'est Yel et Elle. Je suis doula au spectre large, c'est-à-dire que j'accompagne des familles dans des parcours de reproduction, donc depuis les parcours de conception jusqu'au postpartum, en passant par l'IVG et les fausses couches. Parfait. Et Johanna Soraya, à ton tour. Bonjour, merci d'être là. Moi je suis militante féministe autour des questions de postcolonialité et d'antivalidisme. Est-ce que tu peux rappeler tes pronoms, s'il te plaît? Elle, pardon. Parfait. Du coup, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Pouvez-vous nous expliquer ce que signifie la justice reproductive? Bien sûr. La justice reproductive, c'est un mouvement qui a été théorisé dans les années 90 par un groupe de femmes donc faisait partie du mouvement pro-choice, donc du mouvement pour l'avortement, donc c'était un moment où les femmes blanches militaient pour le droit à avorter, pendant qu'au même moment il y avait un mouvement de stérilisation et d'avortement en masse des femmes noires et autochtones. Donc elle pointait un peu les manques de ce mouvement qui était très blanc, très classe moyenne, pour montrer que c'était pas le besoin de ne pas avoir d'enfants qu'elle réclamait, mais le droit à avoir des enfants dans les conditions qu'elle voulait. Le mouvement pour la justice reproductive, il est centré sur 3 axes de lutte. Donc le droit à ne pas avoir d'enfants, le droit à avoir des enfants dans les conditions qu'on veut, sans violence, en étant aidé par exemple par des sages-femmes ou des doulas, et le droit à élever ses enfants dans des conditions qui sont sécurisantes pour elles, donc sans culture du viol, sans violence policière, sans pollution environnementale, etc. Ce qu'on peut dire aussi sur ce mouvement, la justice reproductive, donc c'est que c'est au-delà de la théorie, un mouvement qui part de l'expérience des concernés et un mouvement qui réclame aussi des actions du coup, pour arriver à cette justice reproductive, donc autour de l'organizing, de l'autodéfense, de l'accès à l'information, pour avoir et faire des choix éclairés, avoir accès à des services publics, des parcours de santé sûrs et respectueux, et également que c'est un mouvement évidemment intersectionnel, puisque comme l'a théorisé Kimberlé Crenshaw, cette intersectionnalité, en fait, elle se retrouve dans ce mouvement sur la capacité à avoir un esprit critique sur la position sociale que l'on occupe ou ses privilèges, et également d'éviter et de travailler aux angles morts d'une question en matière de justice sociale. Donc voilà, l'idée, c'est pas d'accumuler toutes les identités pour traiter d'un sujet, mais vraiment de partir de l'expérience de personnes qui peuvent être marginalisées à plusieurs endroits de leurs identités et vivre du coup une oppression qui sera différente évidemment de quelqu'un qui peut avoir un autre statut selon si par exemple la personne subit le validisme, est migrante, ou bien si la personne est cis ou hétéro. Voilà. Et comment vous êtes rentrée dans cette lutte? Ouais, du coup, pour ma part, je suis née dans le syndrome méditerranéen, donc ce préjugé raciste qui circule dans le monde médical sur le fait que les femmes afrodescendantes ou du bassin méditerranéen exagéreraient la douleur. Donc je suis arrivée sur cette terre dans les violences gynécologiques et racistes à l'encontre de ma mère. Et que ma mère étant une personne qui m'a éduquée seule, et qui, elle, a grandi dans une famille algérienne, qui a subi le racisme mais aussi la lesbophobie, puisqu'elle est lesbienne, m'a toujours montré un peu que la voie vers l'autonomie et l'indépendance était une des seules pour essayer de rester en vie parfois face à certaines violences. Donc je dirais que dès le début de mon éducation à ses côtés, j'ai baigné là-dedans, et ensuite dans mes expériences en tant que personne handicapée et mère également, j'ai pu rencontrer des violences du monde médical, gynécologique, et me suis rendu compte qu'il manquait effectivement
un prisme pour penser certains sujets à l'aune de nos expériences en matière de sexualité, d'accès à la contraception, de nos grossesses, etc. Pareil que toi, moi aussi, avec ma mère, on a suivi des violences gynécologiques et obstétricales pendant ma naissance. Et du coup, c'est toujours quelque chose qui a été, que j'ai pas beaucoup porté en moi et par lequel je me sentais beaucoup concernée. Donc, c'est des sujets qui m'ont intéressée très tôt. Et quand je suis rentrée dans le féminisme, je suis rentrée par la santé sexuelle, la santé reproductive, notamment à travers le collectif cyclique, qui n'est plus, mais qui luttait sur la santé menstruelle. Et donc j'ai commencé comme ça, je me suis intéressée ensuite à travers la santé sexuelle à la justice reproductive et je suis devenue doula et c'est un idéal que j'incarne par mon travail. Une doula, je l'ai dit tout à l'heure, j'accompagne les familles, donc c'est un accompagnement qui va être, c'est un positionnement qui est féministe, donc de lutte contre les violences obstétricales, contre le système médical obstétrical qui violente les personnes qui sont enceintes et qui accouchent. À travers les expériences médicales ou de parturition. Mon travail, ça va être beaucoup d'informations, ça va être de l'autodéfense contre les violences obstétricales, contre les violences médicales dans les parcours de soins. Et ça va être beaucoup de care aussi, donc avant, après, pendant. Je suis là pendant les accouchements, je suis là en postpartum pour prendre soin du corps, pour prendre soin de la personne, pour prendre soin des bébés. Trop chouette, trop intéressant. Et c'est quoi vos principales quelles sont les principales barrières et les principaux défis qu'on rencontre quand on est dans ce mouvement? Quand on s'intéresse à la justice reproductive? Les enjeux de justice reproductive aujourd'hui. Exactement. Ok, alors il y en a plein. Si on va sur le premier axe, qui est le droit de ne pas avoir d'enfants, il y a encore en France aujourd'hui des enjeux autour de l'IVG. L'IVG, c'est pas un droit qui est le même partout. Tout le monde n'y a pas accès de la même façon, notamment dans les milieux ruraux, notamment dans les outre-mer. Et on n'est pas au même niveau que d'autres pays dans le monde et en Europe en termes de droits. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, l'IVG est légale jusqu'à 16 semaines de grossesse, d'aménorrhée, pardon. Alors que dans le monde, le maximum, c'est 23 semaines d'aménorrhée. Pour ce qui est des enjeux liés autour de la parturition, donc de donner naissance, on est dans le mouvement contre les violences obstétricales a mis en lumière que le système français il était extrêmement violent. Pareil, on est hyper à la ramasse sur tout ce qui est accès aux soins humanisés, respect des parturiantes. Donc il y a plein de choses à faire effectivement sur le sujet en France. Pour l'accès à la parentalité, on peut aussi parler de la loi de la loi de bioéthique. L'accès à la PMA, qui est censé être pour tous, n'est pas pour toutes les femmes. Dans les faits, les femmes trans n'ont pas accès à la PMA et les hommes trans ont été sciemment exclus de la nouvelle loi. Et on peut ajouter à ces questions autour de l'accès ou non aux fers famille qu'il y a évidemment des politiques nationales qui ségrèguent et oppressent des familles dès le plus jeune âge des enfants. On peut parler là actuellement d'enfants à Mayotte qui ont fait leur rentrée sans avoir accès à l'eau potable, à l'école publique et du coup qui ont dû rentrer chez eux et n'ont pas accès à l'éducation. Ça, c'est un enjeu de justice reproductive. Pourquoi ? Parce qu'en fait, faire des enfants, pouvoir se projeter et élever ses enfants en se sentant en sécurité, en pouvant les éduquer, être une figure de parente qui va les amener à être dans un environnement sain, sûr. Du coup, ce droit-là n'est pas respecté pour énormément de familles qui subissent le racisme. Au-delà de Mayotte, on peut parler aussi de la directive sur la baya qui empêche certaines familles de voir leur enfant aller à l'école en toute confiance, sans avoir peur des agressions que les enfants pourraient subir à l'école du fait d'une religion supposée ou vécue. Donc, on peut aussi parler des violences policières à l'aune de la mort de deux jeunes personnes là, de 15 ans et 16 ans cet été, cette rentrée. Qui a le droit
de faire famille, d'être heureux et heureuse en famille et de pouvoir imaginer agrandir sa famille ou porter sa famille vers des droits à l'intégrité, au respect, à l'épanouissement, au loisir. Ça, c'est un enjeu de justice reproductive. Et on a parlé beaucoup de négatifs, on va aussi s'attarder un petit peu sur les choses positives. Alors, qu'est-ce que vous pouvez partager comme exemple concret aussi d'actions de la justice reproductive qui ont réussi à créer un impact positif ? Je pense qu'on va... quand on parle d'actions positives, on imagine souvent des changements dans les lois, etc. Et je pense que dernièrement, on a plus vu les droits réduire qu'être augmentés. Mais en termes d'impact positif, je pense que déjà, tous les discours autour des violences obstétricales, ils ont développé une conscience collective sur ce que ça veut dire que le soin humanisé, ce à quoi on a droit en tant que personne qui accouche, et quels sont les problèmes aujourd'hui au sein de notre système médical, et que du coup ça a créé aussi une envie d'autodéfense de la part des personnes qui sont enceintes, de la part des personnes qui les accompagnent, d'échanges d'informations. Il y a des cercles qui se créent, il y a des ateliers d'autodéfense qui se créent, il y a plein de collectifs locaux qui luttent pour étendre l'accès aux soins, par exemple à l'accouchement à domicile, défendre les sages-femmes qui pratiquent l'accouchement à domicile, etc. Ah oui, et en termes de droit à l'autonomie pour les personnes LGBT, il y a des assos trans notamment qui font un travail incroyable sur l'accès à la santé, sur l'accès aux droits périnataux, etc. Pour en citer que quelques-unes, il y a l'Espace Santé Trans et Accept ST qui font un travail de fou que je vous invite à aller voir. Mais chez l'Espace Santé Trans notamment, on a organisé des ateliers récemment autour de la périnatalité, pour l'accès à la périnatalité quand on est une personne trans, etc. Donc il y a des choses localement qui s'organisent, même si on a l'impression que sur la plus grande échelle, rien n'avance. Merci beaucoup. Je pense que des personnes qui s'engagent aussi, Valuna qui était journaliste avant et qui par son métier de doula, de militant, aujourd'hui articule sur ces questions, accompagne des familles. Moi, ça me donne beaucoup d'espoir et c'est pas la seule. Il y a des personnes en France comme Amandine Gay qui ont amené la justice reproductive au cœur de leur expérience, de personnes adoptées, transraciales, et qui ont expliqué quel impact aussi des oppressions plus structurelles avaient pu avoir sur sa vie, son militantisme, sa démarche artistique. Il y a Tsipora Sidibé du podcast Tant que je serai noire qui a créé toute une émission autour de ces questions de justice reproductive et qui lance d'ailleurs une initiative, un appel à bénévoles et à soutien. Et ce qu'on peut dire aussi sur le réseau Entraide et Vérité, par exemple, qui est un réseau de familles qui accompagne des personnes dont l'entourage et les proches ont pu être victimes de violences policières, de mutilation, d'intimidation ou même d'assassinat. Ces réseaux-là, ils se créent en France, ils se créent autour concrètement de l'accompagnement juridique, d'aide psychologique, de pouvoir entre pairs échanger sur comment vivre en fait son deuil ou un parcours médiatique, ou que faire en fait pour mobiliser, avoir accès à la vérité tout simplement, donc des vidéos, des expertises à la hauteur. Ça, c'est très encourageant. Je pense aussi que sur les questions d'environnement, il y a un discours sur l'écologie décoloniale qui existe depuis très longtemps dans de nombreux territoires, notamment ultramarins et des territoires anciennement colonisés, mais qui aujourd'hui, par la voix de plusieurs militants, militantes, articulent autour, par exemple, de l'empoisonnement au chlordécone. Il y a une victoire suite à la mobilisation des Divines, notamment sur le dépistage gratuit en France et spécifiquement pour l'instant en Île-de-France du chlordécone. Donc c'est un début, effectivement ça ne suffit pas et ça n'amène pas réparation ni justice. Mais c'est un début. Il y a aussi le travail du collectif Vietnam Doxine qui, lui, autour du combat pour la justice de Tran Ton Nha, qui est une militante et résistante vietnamienne, qui a été empoisonnée et épandée par l'agent orange. Donc
cet herbicide dépolluant extrêmement dangereux. Et le collectif Vietnam Dioxine, son travail donc, pour les victimes aujourd'hui au Vietnam, dans d'autres territoires, notamment ici, il se fait autour de l'organizing. Donc voilà, il donne du pouvoir à des communautés de personnes qui demandent justice, font du plaidoyer, la sensibilisation, et c'est formidable. Et sur l'écologie aussi, je trouve que le développement de la conscience collective d'un besoin d'action écologique, c'est aussi un axe de la justice reproductive, le droit à ce que nos enfants ils grandissent dans un lieu où l'air n'est pas pollué, où l'eau n'est pas empoisonnée. Et du coup, voir de plus en plus de gens s'intéresser à cette lutte, rejoindre cette lutte, je trouve ça hyper encourageant. Il y a des personnes qui travaillent, par exemple Fatima Wassak, autour de la puissance des mers, ou Françoise Vergès, à partir d'une thèse sur les personnes qui ont subi des stérilisations à La Réunion et qui subissent encore aujourd'hui des violences obstétricales et gynécologiques, qui arrivent par leur présence médiatique, leur voix féministe et antiraciste, à quand même complexifier en fait, ces questions de féminisme, d'écologie, de décolonialité. Donc voilà. Merci beaucoup pour vos réponses. Et enfin, la dernière question. En fait, quelle action chacun et chacune d'entre nous on peut effectuer en fait un peu au quotidien pour soutenir la justice reproductive ? Je pense que, c'est un peu ce que je fais dans ma pratique, mais j'encourage tout le monde à le faire, c'est de prendre soin des personnes qui sont autour de nous et qui traversent des expériences de leur vie reproductive, soit des avortements, soit des violences médicales, en fait créer des cercles autour de soi, créer un lieu d'écoute, échanger des informations, des initiatives d'autodéfense, etc. Et bêtement, mais non, prendre soin des personnes autour de nous qui sont en postpartum, changer un peu le regard sur le postpartum. Quand on va chez quelqu'un qui est en postpartum, pas juste voir le bébé, lui offrir un cadeau au bébé, le bébé on a rien à foutre, mais genre ramener à manger à la personne, sortir sa poubelle, faire sa vaisselle, des trucs qu'elle n'a pas la force de faire et qui font un bien fou, même sur le long terme, parce que la dépression postpartum, c'est la deuxième cause de mort périnatale, donc dans la première année de vie de l'enfant. Le suicide. Et en fait, le soutien, le réseau de soutien autour de soi en postpartum, c'est un facteur qui réduit grandement les taux de dépression postpartum. Merci. Et je pense qu'être aussi une représentation la plus bienveillante et ouverte pour les enfants autour de nous, pour les personnes qui veulent faire famille ou ne peuvent pas faire famille, accepter d'avoir des conversations justement autour de comment est-ce qu'on se projette, qu'est-ce qu'on peut s'offrir en termes de modèles, de livres, d'espaces pour explorer des façons différentes de relationner au sein de nos familles. Je ne parle pas forcément que de famille avec des enfants, de nos proches avec qui on travaille à l'amour commun. Ça paraît peut-être un peu un idéal, mais concrètement, ça va dans ce sens. À propos de ces représentations, il y a aussi la capacité à faire de l'école ou des espaces périscolaires, des endroits les moins discriminants possibles. Donc, quand on peut l'être, être une alliée ouvertement, repérer des situations de discrimination, même à son travail ou autour de nous, qui peuvent impacter la vie de quelqu'un, de sa famille, de son accès aux soins. Cette posture-là, cette posture critique, féministe, antiraciste, antivalidiste, au quotidien, elle n'est pas évidente à mener, mais on peut le faire, et à des endroits parfois ou souvent. Et je dirais également que, en termes de représentation de nos féminismes, vraiment travailler à comprendre les enjeux, les revendications des personnes trans, intersexes, qui ont été longuement invisibilisées, ou travailler aujourd'hui à bien comprendre aussi ce qui se
se joue comme ségrégation dans les territoires ultramarins, pouvoir donner, si on a la capacité de le faire, proposer un soutien, si on connaît des collectifs, si on a un peu d'argent ou s'il y a des pétitions, des mobilisations autour de soi, ça pèse. Et la convergence des luttes de cet enjeu de la justice reproductive, une fois de plus, c'est pas de dire on va traiter tous les droits, il faut être expert et experte sur tout, mais de dire que ce cœur, la justice reproductive, en fait, il couvre quand même tous les enjeux de justice sociale qui doivent nous mener à faire en sorte de réduire les inégalités et les violences structurelles. Donc voilà. Bravo, merci beaucoup à vous deux. Où est-ce qu'on peut retrouver votre travail et qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ces plateformes ? Alors moi, c'est sur Instagram, @ladoulaqueer. On peut retrouver moi qui parle de IVG, postpartum, grossesse, violence obstétricale et de mon travail aussi au quotidien. Et pour ma part, donc moi je fais partie de Féministes contre le cyberharcèlement. Je travaille aussi sur les questions d'appropriation de l'espace numérique par les femmes et les personnes minorées. Et vous pouvez me suivre aussi sur About Justice Repro, où à travers la lutte pour l'abolition de la fête des mères et l'intronisation de la journée de lutte pour les parents trans et les mères, on a travaillé avec de nombreuses personnes à un manifeste qui a 2 ans maintenant, sur lequel on continue à travailler avec l'AG Féministe Paris Banlieue ou d'autres militants, militantes, pour continuer à politiser cette fête des mères et pouvoir visibiliser entre autres les luttes par exemple des mères isolées à travers la collective des mères isolées ou des luttes de familles du coup de la communauté LGBTQIA+, qui s'organisent en France. Voilà. T'as donné le pseudo, je suis désolée, mais c'est About Justice Repro. Génial. Et moi, du coup, je fais auto-promo. Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur TikTok et sur Twitch sous le pseudo de Samedi, avec des underscores entre chaque syllabe, SA-ME-DI. Et en l'occurrence, je fais des interviews, comme je vous l'ai dit, sur les thématiques du féminisme, de l'antiracisme, de la santé mentale et de la communauté LGBTQIA+. Et ce soir, je ferai un live d'ailleurs à 21h sur Twitch sur l'impact des femmes noires sur les tendances sur les réseaux sociaux. Et je serai accompagnée de Jennifer Padjemi. Donc voilà. Voici pour moi. Merci beaucoup. Merci Sam. beaucoup. Merci à tous.